Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 des coulisses du voyage. Franchement, en commençant ce projet de podcast il y a quelques années, j'aurais jamais pensé faire 4 saisons, aller au-delà de 60 épisodes. En fait, je m'étais pas du tout posé ces questions-là et je suis vraiment ravie d'avoir tenu bon et de continuer ce projet qui me tient vraiment à cœur. Et tout ça, c'est surtout aussi grâce à vous, à vos écoutes qui sont hyper motivantes pour continuer. Donc déjà, merci. Alors, pour ce premier épisode de la saison 4, j'ai choisi un épisode de type idée d'escapade parce qu'on est en plein dans la saison automnale et je trouve que c'est une saison pour laquelle on pense pas forcément à faire des escapades parce qu'on a toujours un petit peu peur de la météo, de la pluie, du froid, etc. Et pourtant, je trouve que l'automne est une belle saison pour découvrir certains types de destinations. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de monde en automne, donc des lieux qui sont parfois bondés l'été se retrouvent complètement déserts en cette saison. Et aussi parce qu'il y a des territoires qui se prêtent beaucoup à l'ambiance automnale, déjà de par les couleurs de la végétation, mais aussi par cette ambiance aussi un peu mystérieuse que peut amener une météo de cette saison. Alors, cette semaine, je vais donc vous parler de 4 escapades, de 4 destinations que j'ai particulièrement aimées en cette saison. Alors, sans plus tarder, la première destination, ce sont les Alpes de Haute-Provence. Et je vais vous présenter ce département sous un angle un peu spécifique, puisque je l'ai découverte lors d'un road trip géologique. Alors, ne partez pas tout de suite, je sais que la géologie, c'est pas la passion de tout le monde, mais qui dit géologie d'exception, dit paysage d'exception. Donc restez par ici, je vous assure, ça vaut le détour. Donc les Alpes de Haute-Provence, c'est un territoire qui accueille notamment le Géoparc Haute-Provence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'appellation Géoparc, sachez que c'est des territoires qui sont labellisés en quelque sorte par l'UNESCO parce qu'ils comportent un patrimoine géologique exceptionnel à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'ils ont des sites qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans le monde. Alors, on a découvert les Alpes de Haute-Provence dans le cadre d'un projet transfrontalier avec l'Italie qui s'appelle l'Aventure géologique. Donc, c'est un projet qui a permis notamment de valoriser de nombreux sites géologiques en mettant en place des bornes, des panneaux didactiques, etc., en l'aménageant aussi pour favoriser la venue des visiteurs. Et aussi, ils ont mis en place un site internet où on retrouve justement tous les sites géologiques majeurs. On peut même les découvrir en réalité augmentée, avec des vues à 360 degrés aussi. Et il y a de nombreuses explications vulgarisées sur la formation des Alpes. À ce site internet s'ajoute aussi une application qui s'appelle également l'Aventure géologique. Donc grâce à ces outils-là, on a pu découvrir plein de sites hyper intéressants dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, autour de Digne-les-Bains, il y a 2 lieux qui nous ont beaucoup impressionnés. Tout d'abord, la dalle aux ammonites. Quand on arrive, on voit un grand mur sombre et incliné. Mais quand on s'approche, on découvre pas loin de 1500 spécimens d'ammonites fossilisés. Donc la concentration et la préservation de ces fossiles est vraiment impressionnante. Toujours à Digne-les-Bains, vous pouvez visiter le musée Promenade. Et oui, c'est son petit nom, c'est assez curieux, mais derrière cette appellation se cache le centre d'interprétation du Géoparc, où se mêlent habilement expositions sur la géologie, centre d'art contemporain et des jardins pour mieux comprendre le lien entre l'homme et ce territoire.
Le clou du spectacle, c'est vraiment la superbe cascade qui dévale une immense tuffière constituée par le ruissellement de l'eau qui dépose peu à peu du bicarbonate de calcium qui devient insoluble. Donc finalement, en fait, la végétation devient alors un rocher. Minéral et végétal ne font plus qu'un. Autre curiosité géologique qui peut cette fois-ci se voir de très loin, ce sont les pénitents des mets. Donc imaginez des rochers de 100 mètres de haut qui se dressent subitement d'une plaine. Ils sont collés les uns aux autres, ils forment comme une muraille au pied de laquelle est installé un charmant village. Ceci est le fruit d'un long dépôt de sable et de galets dans le temps. Au fur et à mesure, les galets ont comme été cimentés les uns aux autres. En regardant la roche de très près, on voit très bien cette constitution spécifique que l'on appelle le poudingue. Vous savez sûrement, les gorges du Verdon sont très très fréquentées l'été. Donc c'est pour ça que je vous suggère d'y aller en automne quand la frénésie estivale est passée. Et mieux encore, si vous voulez être encore plus tranquille, allez dans les basses gorges. Donc comme leur nom l'indique, elles sont moins hautes que leurs voisines, mais elles n'en sont pas moins impressionnantes. Et on peut les parcourir en bateau électrique depuis Quinçon, et ensuite terminer sa journée au musée de la préhistoire de cette même ville, qui est très complet, très impressionnant. On ne s'attend pas forcément à avoir un énorme musée comme ça dans une toute petite ville. Comme vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, prenez aussi un moment pour traverser la magnifique vallée de l'Ubaye et aller y randonner. Il me faudrait sûrement un épisode entier pour vous en parler, tellement je trouve cette vallée superbe, magnifique, j'ai pas les mots. Et alors, en automne, il y a des lieux où, comme on est en altitude, on peut avoir à la fois la neige qui est déjà présente et les arbres qui ont leur végétation orange. Donc on a l'impression d'être dans deux saisons. C'est comme si deux saisons dialoguaient et s'enlaçaient. Donc c'est vraiment magnifique. Autre coup de cœur dans les Alpes de Haute-Provence, c'est le vélodrome d'Eslangon. Derrière cet étrange nom se trouve une montagne dont les plis dessinent un vélodrome gigantesque. Donc c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que la montagne a vraiment été pliée comme de la pâte à modeler. Donc bien sûr ça s'est fait sur des millions d'années et c'est très très impressionnant. En automne, en plus, la végétation qui recouvre ce vélodrome prend des teintes dorées et orangées, donc c'est vraiment sublime, et en plus c'est facilement accessible après une courte randonnée. J'aurais pu aussi vous parler de la très très belle ville de Sisteron que je vous invite aussi à aller découvrir. Pour rejoindre les Alpes de Haute-Provence en train, vous pouvez rejoindre notamment la gare de Gap, d'Aix-en-Provence ou d'Avignon depuis Paris ou d'autres grandes villes. Il y a aussi un TER à partir de Nice ou de Marseille. Pour ce qui est de l'hébergement, je vous recommande d'aller au Moulin du Château. Donc c'est un hôtel naturel, labellisé Clé Verte et aussi marque Valeur Parc. Donc voilà, un hôtel qui a de fortes valeurs et qui prend soin de l'environnement, qui est construit dans un ancien moulin à huile. Donc c'est très insolite et en plus on y mange très très bien. Pour la deuxième escapade, changement de décor complet, je vous embarque pour des balades boisées d'étangs en château sur le territoire de la Sologne. Question couleur automnale, vous serez servi car cette région est largement arborée. Pour vous la situer grossièrement, je dirais que c'est le territoire qui est bordé au nord par la Loire entre Blois et Sully-sur-Loire et au sud par le Cher. Vous pouvez démarrer votre séjour par Blois. C'est une jolie ville installée à flanc de coteau au bord de la Loire. J'ai été agréablement surprise lors de mes différentes visites. Déjà par son château, dont l'entrée comporte de très jolis détails sculptés et qui continue à nous émerveiller avec son escalier à double révolution et ses nombreux salons décorés. En face du château, ne soyez pas étonnés de voir plusieurs dragons dorés se réveiller toutes les heures. Ces drôles de machines s'insèrent à merveille dans la façade du musée de la magie que je vous invite à visiter. L'histoire de cet art est racontée au travers de différentes expositions très bien scénographiées. On passe d'univers mystérieux en ambiance jules-vernienne et la visite comprend également un spectacle de magie. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi me perdre dans les ruelles agrémentées de multiples escaliers.
Le plus impressionnant est celui de Denis Papin, qui est recouvert d'un trompe-l'œil gigantesque qui change chaque année par l'entremise d'un nouvel artiste. Si vous êtes avec des enfants, sachez qu'il y a aussi un parcours de découverte très ludique sur l'application gratuite Baludique. Ensuite, j'ai filé du côté de Cheverny, qui est connu bien sûr pour son incontournable château. S'il est moins flamboyant que ses voisins, il propose de nombreux événements tout au long de l'année et des expositions intéressantes. Et puis ses jardins sont superbes à visiter et ce, même en automne. Laissez-vous embarquer en voiturette électrique puis en barque dans le domaine pour vous extasier devant l'allée sans fin de séquoias ou devant les cyprès chauves, les pieds dans l'eau dont le feuillage est orange vif à cette saison. En automne, mon plaisir préféré est aussi de me balader en forêt. J'aime ce moment pour les couleurs mais aussi pour l'odeur de l'humus qui se diffuse plus intensément. L'humidité sublime la végétation. En Sologne, je le disais, la forêt est bien présente. Malheureusement, il faut quand même que je vous prévienne, beaucoup d'espaces forestiers sont privés et la tradition de la chasse y est très forte. C'est un aspect qui, vous devez vous en douter, ne m'a pas du tout plu. Cependant, vous pouvez tout de même découvrir les forêts et les étangs. Pour cela, je vous recommande de vous renseigner auprès des offices de tourisme pour savoir quels sont les endroits accessibles et quels sont les endroits où il n'y a pas de chasse actuellement pour pouvoir vous balader en toute sécurité. Vous pouvez aussi faire appel aux guides naturalistes de Sologne Nature Environnement qui sauront vous expliquer les spécificités de la région et vous aider à observer les animaux et les oiseaux qui s'y trouvent. Pour les étangs, rendez-vous à la maison des étangs de Saint-Viacre qui présente les traditions liées à ces lieux et pourra vous aiguiller pour découvrir la route des étangs, que ce soit à vélo ou en voiture. On ne va pas se mentir, l'automne est une saison où la météo peut être capricieuse. Mais il faut voir cela comme un excellent prétexte pour se mettre au chaud et succomber à quelques gourmandises. Déguster une délicieuse tarte tatin à l'hôtel du même nom en face de la gare de la Motte-Beuvron, où est né ce fameux dessert, découvrir les secrets du chocolat à l'atelier Max Vaucher ou bien parcourir un vignoble sont autant d'expériences gustatives à tester. Mon coup de cœur en Sologne, c'est Chambord. On ne présente plus le château de Chambord qui est aussi impressionnant en vrai qu'en photo. Ce château est le fruit de la plus pure des mégalomanies et son histoire est passionnante. Mais ce qui fait que Chambord fait partie de mes coups de cœur, c'est aussi pour son environnement naturel. Plusieurs tours d'observation ont été mis en place pour observer facilement et sans la déranger la faune de la forêt. En pleine journée, on a pu voir des biches et même un sanglier pressé. À l'époque du brame du cerf, ce sont des lieux propices pour entendre et voir le roi de la forêt. La Sologne se situe à moins de 2 heures de Paris et à environ 3 heures de Nantes en voiture. En train, on peut accéder à la Sologne par les principales gares que sont Blois et Orléans, mais aussi de plus petites gares desservies par un TER qui traverse la Sologne, comme Romorantin ou la Motte-Beuvron. Côté hébergement, je vous recommande la superbe maison d'hôtes, la Rabouillère, qui est au bord d'un étang et à la lisière de la forêt. C'est un lieu douillet où se mettre au coin du feu le soir et admirer les chevreuils passer devant la baie vitrée au petit déjeuner. Après l'Est et le Centre, je vous emmène dans le Sud-Ouest pour une autre escapade automnale. Direction le parc naturel régional des Causses du Quercy. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Rocamadour et Saint-Cirq-la-Popie, eh bien c'est dans ce coin-là. L'année dernière, j'ai eu un coup de cœur pour ce territoire. Là encore, les merveilles géologiques ont été au cœur de notre séjour. D'ailleurs, ce territoire figure aussi parmi les géoparcs de l'UNESCO. Ce qui fait le caractère géologique unique des Causses du Quercy, ce sont ces phosphatières. On en dénombre pas moins de 300. Alors, comment vous expliquer ce que c'est ? En fait, il s'agit d'immenses gouffres qui ont été remplis en quelques milliers d'années par de l'argile qui est riche en phosphate. Plusieurs facteurs climatiques ont permis de les préserver de l'érosion. Tant et si bien qu'à la fin du 19e siècle, les habitants les découvrent et décident d'exploiter ce phosphate qui est notamment utile dans la fabrication des engrais. Mais ce n'est pas la présence de phosphate ni son utilisation par les hommes qui rendent
ces lieux si intéressants et uniques dans le monde. En fait, en exploitant ces sites, les travailleurs y ont trouvé un trésor inestimable. Des fossiles d'animaux, environ 600 espèces, qui datent de 50 à moins 20 millions d'années. Grâce à eux, on peut retracer l'évolution de la vie sur 30 millions d'années. Cette période correspond à la transition entre l'Éocène et l'Oligocène dont il subsiste peu de traces ailleurs dans le monde. On comprend alors que les phosphatières du Quercy sont un véritable livre ouvert sur une biodiversité révolue. La plus belle et la plus remarquable de ces phosphatières est celle du Clou d'Aural qui se visite. Vraiment, je vous invite à aller découvrir ce site qui est très étonnant et très intéressant d'un point de vue historique et scientifique. Pour se rendre compte qu'il s'agit d'un immense plateau calcaire fissuré par l'eau et les mouvements de la Terre, rien ne vaut la randonnée. Il y a un sentier qui m'a particulièrement plu, c'est celui qui mène à l'Igue de Crégol. Sur ce chemin, on découvre justement les différentes manifestations de l'action de l'eau sur ce plateau calcaire. Donc par exemple, on trouve une résurgence, donc l'endroit où la rivière souterraine ressort de la terre. On y trouve des grottes, des phosphatières et aussi le fameux ig. Alors qu'est-ce qu'un ig? Alors, il s'agit d'un énorme trou béant de 80 mètres de diamètre et 40 mètres de profondeur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte là à l'oral de ces dimensions, mais c'est vraiment colossal, on n'avait jamais rien vu de tel. Et en fait, le sol semble s'être effondré d'un seul coup dans des proportions qui sont vraiment difficiles à appréhender. Ce lieu est une preuve superbe que les causses du Quercy sont en fait un espèce de gruyère géant. L'eau a tellement creusé des grottes dans le sous-sol que parfois le plafond finit par s'affaisser et former ces fameux igues. Sachez aussi que le chemin de Compostelle traverse les causses du Quercy. Il s'agit de la voie du Puy qui est balisée par le GR 65. Il y a même 2 tronçons de ce GR qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur l'un d'eux, entre Bac, j'espère que je le prononce bien, et La Bourgade, des artistes ont ajouté leur grain de sel en jalonnant le parcours de 14 histoires dessinées sur des pierres. Donc on a pu en voir quelques-unes et c'est vraiment très surprenant, on randonne et puis on voit une œuvre d'art comme ça se glisser sur le sentier. Donc j'imagine que pour les pèlerins qui marchent toute la journée, elle suscite un intérêt nouveau et motive à avancer davantage pour découvrir les prochaines. Pour une balade plus familiale, je vous recommande aussi le sentier de la Brebis qui démarre à Espédaillac. Il a été aménagé avec plusieurs bornes ludiques et interactives hyper bien faites autour des traditions sur l'élevage des brebis. On y découvre notamment le quotidien des éleveurs, les murs et autres constructions en pierre sèche qui sont très spécifiques du Lot, et la gestion de l'eau. Bien sûr, les super villages de Rocamadour et Saint-Cirque-la-Popie sont une des raisons de venir dans cette région. Ils sont effectivement magnifiques, mais je voulais aussi vous montrer qu'il y a plein d'autres pépites à découvrir tout autour. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de mon coup de cœur dans les causses du Quercy, qui est la vallée du Célé. Alors, la vallée du Célé, imaginez un petit cours d'eau qui serpente entre d'immenses falaises. Voilà, c'est ça, ça pourrait être résumé comme ça, la vallée du Célé. Donc on peut l'explorer en canoë, c'est superbe. On peut y faire de la spéléo aussi. On peut aussi y randonner, notamment autour du village de Sauliac-sur-Célé, qui est absolument magnifique. Il y a des petites maisons qui semblent comme accrochées sur une immense falaise. C'est hyper intéressant de s'y balader. Nous, on l'a fait avec une guide aussi naturaliste. Donc, elle a pu nous expliquer aussi toutes les spécificités de la flore et de la faune qui se développent sur ce terrain qui est très calcaire, où il y a très peu de terre, où il y a très peu d'eau aussi, parce que l'eau s'infiltre directement et ne reste pas. Donc c'était hyper intéressant et franchement le panorama, vous irez voir des photos, mais c'est juste sublime. Pour visiter les causses du Quercy et son parc naturel régional, il faut vous rendre dans le département du Lot, donc en voiture, vous pouvez compter environ 5 heures de route depuis Paris et environ 1 heure de Toulouse. En train, vous pouvez emprunter la ligne Paris-Toulouse qui dessert plusieurs gares comme Cahors, Souillac ou Gourdon.
et les autres gares importantes à proximité sont Figeac et Brive-la-Gaillarde. Ensuite, je ne vous cache pas qu'il s'avère quand même plus pratique d'avoir une voiture pour aller d'un site à un autre, sauf si vous décidez d'emprunter le chemin de Compostelle et de parcourir le territoire à pied, ce qui est aussi une très belle idée. Côté hébergement, je vous recommande le bois de Faral. Donc en fait, c'est un ensemble de chalets qui sont trop mignons, qui sont proches de la forêt. Et c'est un hébergement qui est éco-responsable, qui est marqué Valeur Parc et Clé Verte. Et ce qui est très agréable dans cet hébergement-là, c'est qu'au milieu des chalets, il y a un espace de jeu dans la forêt pour les enfants, il y a des salles de jeu en intérieur, une bibliothèque, une ludothèque, il y a une épicerie de produits locaux, enfin, il y a tout qui est fait pour qu'on se sente à l'aise, pour qu'on laisse aussi les enfants un petit peu en liberté. Et le cadre est vraiment très très chouette et l'équipe est super accueillante. Pour terminer cette sélection automnale, direction la Méditerranée sur le littoral autour de Fréjus et Saint-Raphaël. Donc cette zone de la Côte d'Azur est, vous devez vous en douter, très fréquentée en été. C'est pourquoi je vous conseille de la découvrir plutôt hors saison, que ce soit au printemps ou en automne, d'autant que le climat y reste quand même plutôt agréable. Pour profiter des côtes dentelées et ocre, vous pouvez randonner sur le sentier du littoral. Donc par exemple, entre Saint-Raphaël et Aguet, il y a 11 km qui sont aménagés. On peut prolonger aussi après et continuer à découvrir les plages, les criques, etc. J'ai été très étonnée de voir à quel point cette zone était très urbanisée aussi. Il y a des maisons qui sont vraiment très très proches de l'eau, quasiment dans l'eau. Moi qui suis habituée aux côtes bretonnes, j'avoue que j'ai été très très surprise. L'endroit qui m'a le plus plu, c'est le cap Dramont. Donc c'est une montagne qui est rougeoyante, qui est recouverte d'une forêt de pins, qui est pour le coup là pas du tout urbanisée, il n'y a pas de maison dessus, et qui, comme elle est en hauteur, offre de superbes panoramas sur la mer. Au coucher du soleil, il y a aussi une vue superbe sur l'île d'Or qui se fond magnifiquement dans le paysage. Pas loin de Saint-Raphaël se trouve aussi le massif de l'Estérel qui est un terrain idéal aussi pour randonner. Donc ce massif de moyenne montagne, il est reconnaissable par sa jolie couleur orange. Les sentiers de marche y sont très variés. J'ai beaucoup aimé notamment celle qui va au pic du Cap-Roux. On est vraiment en hauteur et donc on a une vue imprenable sur toute la Côte d'Azur et sur le massif de l'Estérel, donc c'est très 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 beau. Dans le coin, j'ai aussi découvert les gorges du Blavet, donc il y a une belle balade à faire en forêt dans un décor impressionnant avec des vues superbes aussi sur les environs. Vous pouvez ensuite prolonger votre balade du côté de Roquebrune sur Argens. Alors, j'espère que je le prononce bien encore une fois, je suis désolée sinon pour les Varois et les Varoises qui m'écoutent. Au bord du lac, on a une vision superbe sur un immense rocher roux qui se reflète dans l'eau, c'est très très beau. Alors il y a des activités qui sont proposées sur le lac comme du canoë, mais par contre là, pour le coup, je suis pas sûre que tout soit ouvert en automne, donc à vérifier si vous y allez. Mais rien que de se balader, c'est vraiment déjà très très sympa. Pour en savoir plus sur les 3 premières destinations, vous pouvez aller consulter mes articles complets sur mon blog. Pour l'Estérel, je ne l'ai pas encore fait. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de l'épisode. Vous pourrez alors découvrir d'autres lieux parce que j'ai pas tout raconté et aussi des bons plans, des super adresses. Je vous remercie énormément pour votre écoute, je suis vraiment excitée à l'idée de démarrer cette 4e saison. J'espère que tous les sujets que je vous ai préparés vous plairont, voilà, tout simplement. Et pour m'aider à démarrer cette saison 4 sur les chapeaux de roue, vraiment, n'hésitez pas à aller me mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour me faire un peu remonter dans le référencement. Et puis surtout, en parler autour de vous, même si vous en parlez à 1, 2, 3 personnes, franchement, chaque partage compte. Soyez convaincus de ça. Donc je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, week-end en fonction du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.